Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Coup d'État en Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoco Embalo arrêté et détenu au sein de l'état-major de l'armée de terre, un putsch qui survient alors que le pays est suspendu à la proclamation de Fernando Dias da Costa annonce être vainqueur de cette présidentielle. 2 ans après l'avènement de la première transplantation rénale réalisée avec succès au Sénégal, la rédaction reparle de cette intervention porteuse d'espoir, une pratique à l'arrêt depuis la faute à un manque de moyens, mais l'État du Sénégal est décidé à faire le nécessaire pour réhabiliter cette pratique vitale. Et puis, le secteur de la santé qui connaît un regain de tension, Andegesem et Satsus dénoncent l'interdiction de leur marche pourtant déclarée, contraints à se consoler avec un sit-in. Les syndicalistes annoncent déjà la riposte. Voilà pour les titres et le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous, un journal que nous ouvrons tout de suite avec la Guinée-Bissau. Après avoir arrêté le président sortant, Embalo Sissoco, le haut commandement militaire pour la restauration de l'ordre a suspendu tout le processus électoral alors que les résultats du scrutin couplé sont attendus ce jeudi. Les nouvelles autorités ont également instauré un couvre-feu obligatoire, entre autres mesures. Je vous propose d'écouter tout de suite le groupe d'officiers représentant le nom du haut commandement pour la restauration de l'ordre. Le haut commandant militaire pour la préservation de la sécurité nationale et de l'ordre public réagit à la découverte d'un plan en cours de déstabilisation de notre pays, avec la participation de barons de la drogue bien connus, établis ici comme à l'étranger, essayant de manipuler les résultats électoraux. L'effectivation de ce plan a été découverte par le service de l'information de l'État, un dépôt d'armement de guerre ainsi, et ce jusqu'à ce que la situation soit éclairée et que les conditions de retour à la normalité constitutionnelle soient respectées. Le haut commandant militaire décide de déposer immédiatement le président de la République, de fermer jusqu'à nouvel ordre toutes les institutions de la République, de suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités de tous les organes de communication sociale, de suspendre immédiatement le processus électoral en cours, de fermer les frontières terrestres, aériennes et maritimes et d'établir le régulier obligatoire de 9h jusqu'à 6h, et ce jusqu'à un ordre contraire. Ce sont là des conditions nécessaires pour la restauration de la normalité. Le haut commandant exercera le pouvoir à compter de cette date. Le haut commandant appelle au calme et à la collaboration des Guinéens et à la compréhension de tous devant ces situations très graves imposées par une présence nationale. Voilà ce qu'on pouvait retenir de la situation en Guinée-Bissau. Le président Embalo donc arrêté cet après-midi par les militaires. Il est détenu à l'état-major de l'armée de terre. Aucune victime n'a été enregistrée pour le moment, mais le processus électoral, lui, a été suspendu. Le récit est signé d'Issa Prera. Aux dernières nouvelles, il serait entre les mains des militaires, précisément au camp de l'état-major de l'armée de terre. Et il est sain et sauf, nous informe un de ses proches. Le président sortant, Umaro Sissoco Embalo, a été pris cet après-midi par l'armée. Une information où lui et ses partisans étaient en train de proclamer leur victoire. Ce que son adversaire aussi, de son côté, était en train de faire. Les militaires se sont emparés du pouvoir et ils se sont présentés comme le comité de restauration de l'ordre public. Ils ont suspendu le processus en cours. Les raisons avancées par les militaires et qu'il existerait un plan pour déstabiliser le pays entre les élections et la proclamation des résultats. Un complot, disent-ils, dont des hommes politiques bissau-guinéens et des barons de la drogue internationale seraient les auteurs. Le président Embalo a été arrêté, mais pas seul. Le ministre de l'Intérieur et le chef d'état-major de l'armée sont entre les mains des putschistes.
Dans un communiqué diffusé à l'issue d'une réunion avec les observateurs internationaux et un peu plus tôt dans la journée, Fernando Dias da Costa a annoncé que la compilation des procès-verbaux réalisés par sa coalition le donnait vainqueur de cette présidentielle. À la veille de la proclamation des résultats provisoires, il appelle à respecter le verdict des urnes et met en garde contre toute tentative de déstabilisation. Il rassure plutôt que le président sortant. Il rassure quant à la sécurité plutôt du président sortant. Un récit signé Fatima Touré. Le candidat Fernando Dias da Costa s'est exprimé dans un communiqué au moment où la commission électorale indépendante achève le recensement national des votes. Il a salué la forte mobilisation des citoyens et le climat apaisé qui ont marqué l'ensemble du processus, remerciant les électeurs pour leur participation Réponse 2025. D'après les compilations effectuées par sa coalition, il affirme être arrivé en un message de sérénité au président sortant, l'assurant que sa sécurité sera garantie, à l'image de celle de son prédécesseur, José Mario Vaz. Enfin, il a interpellé la communauté internationale, affirmant que des signes inquiétants émanant du pouvoir sortant et de l'armée menacent la stabilité du pays. Allez, en Guinée-Bissau, nous sommes en Guinée-Bissau. Nous restons pour parler cette fois-ci de Bamba Cote, directeur de campagne de la région nord du président sortant, Embalo, qui se dit pas surpris du tout par cette situation. Selon lui, eh bien, c'est l'opposition qui a instrumentalisé des gens qui ont même envahi le siège de la commission électorale de sa région. Je vous propose de l'écouter au micro de Lissa Prera. Nous avons vraiment été surpris par des tirs nourris dans l'enceinte du Palais de la République, mais également aux alentours du siège de la Commission nationale électorale. Et peu après, on nous informe que le président Umaru Sissoko Embalo serait à l'état-major entre les mains des militaires, ce qui est vraiment dommage. C'est dommage pour le pays, c'est dommage pour la Guinée-Bissau, c'est dommage pour sa jeune démocratie encore vraiment balbutiante, mais qui a confirmé en tout cas qu'elle veut respirer, qu'elle veut vivre à travers des élections libres et transparentes qu'elle organise maintenant depuis plusieurs années. Et c'est au terme d'une élection libre, transparente, saluée en tout cas, dont l'organisation a été saluée par les observateurs qui étaient là, vraiment qu'on en arrive à ce point-là, qu'on en arrive à l'interruption. Parce que quand même les militaires qui ont sorti un communiqué, qui ont fait une déclaration, ont affirmé que, ils ont tout indiqué que le président Umar Sissoko Embalo allait remporter ces élections-là au premier tour. Mais quand même c'était prévisible dans la mesure où, depuis 2 ou 3 jours, les militants, en tout cas les gens instrumentalisés par l'opposition régionale électorale dans, en tout cas ma région, la région que je coordonne. Allez, retour au Sénégal à présent pour parler de cet agent des douanes, Adama Ndiaye. Donc, il s'appelait en service à la brigade de Thiès et qui a été mortellement fauché par un camion accompagné des agents de la douane. Il procédait à des patrouillades à Rodos en allant vers Mboro. Ses compagnons disent avoir aperçu un camion suspect et le chauffeur du camion donc a foncé sur eux, percutant mortellement l'agent Adama Ndiaye. Un camion rattrapé par le chauffeur, dont le chauffeur a été plutôt arrêté. L'enquête pour le moment suit son cours pour mettre la main sur les autres personnes, les autres malfaiteurs qui sont en cavale. Je vais l'annoncer en titre. Le secteur de la santé connaît à nouveau un regain de tension. Pour leur 2e jour de paralysie, les membres de la coalition Jonction des luttes Andegusum Satsus dénoncent l'interdiction de leur marche pourtant déclarée en bonne et due forme. Contraints d'opter pour un sit-in, ils annoncent déjà d'autres actions à venir tout en regrettant le silence de leur ministre de tutelle. Malgré la grève de 48 heures, les urgences ont été assurées. Une manière pour ce mouvement de rappeler son engagement à préserver des vies. Le reportage est signé à Butfaï.
Deuxième jour de paralysie dans le secteur sanitaire, la coalition Jonction des luttes And-Gueusseum-Satsus s'est finalement vue interdire la marche qu'elle prévoyait d'organiser. À la place, un sit-in a été tenu pour faire face à l'État du Sénégal, alors que, selon le secrétaire général, toutes les formalités nécessaires avaient pourtant été respectées. Nous le constatons avec vous, aussi pour le déplorer, que nous avions inscrit dans notre agenda, pour ne pas dire dans le premier plan d'action de la coalition Jonction des luttes, nous avions inscrit au-delà de ce sitting-là qu'on a eu le 21, 48 heures de grève hier et aujourd'hui. Et aujourd'hui aussi, nous avions programmé cette journée de marche. Les responsables syndicaux annoncent avoir déjà engagé les nouvelles perspectives de leur lutte. Ils prévoient dans le courant de la semaine une évaluation des 48 heures de grève avant d'inscrire d'autres actions dans leur agenda. Et nous allons inscrire encore d'autres activités de lutte parce que nous nous sommes inscrits dans la durée. Nous sommes inscrits dans la durée. Nous n'avons fait que commencer et vous l'aurez constaté sur l'étendue du territoire. Hier, le système a été paralysé. Tous les hôpitaux les plus importants de ce pays-là n'ont fonctionné qu'au ralenti. La coalition déplore par ailleurs l'attitude de leur ministre de tutelle qui, selon elle, a choisi d'observer le silence face à leurs revendications. Le ministre de la fonction publique, aujourd'hui chargé encore du travail, a reçu notre préavis depuis le 19 octobre. Il n'a même pas accusé réception. Je ne parle même pas de nous convier à une rencontre parce que c'est une obligation. Le législateur a prévu 30 jours francs pour que les deux parties se retrouvent afin d'éviter la grève. Il ne l'a pas fait, c'est-à-dire qu'il nous pousse à aller en grève. Malgré la paralysie du système de santé, And-Gueusseum souligne avoir pris en charge les cas d'urgence durant les 48 heures de grève afin de montrer son côté humaniste et de préserver des vies. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre ont fortement perturbé les cours ce matin. Le non-paiement des rappels des étudiants en master est à l'origine de la colère des étudiants. La proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation de payer les rappels de bourse par moratoire a été rejetée par le mouvement qui demande justement à leurs camarades étudiants de poursuivre les affrontements jusqu'à ce que les bourses soient entièrement payées, et nous n'excluons pas de revenir sur cet élément, sur cette situation lors de nos prochaines interventions. Nous restons toujours à l'université Cheikh Anta Diop pour parler cette fois-ci de la faculté des sciences et techniques qui s'oriente résolument vers l'expérimentation assistée par ordinateur, l'EXAO. Selon le doyen de la faculté, le professeur Ismaël Diouf, grâce aux capteurs et aux ordinateurs, l'expérimentation devient certes virtuelle, mais très réaliste, permettant ainsi de résoudre le problème du nombre pléthorique d'étudiants dans les salles de travaux pratiques. Il sollicite par conséquent des moyens auprès des autorités, mais insiste aussi et surtout sur la nécessité de former les enseignants. Cette nouvelle orientation pédagogique était au cœur des journées scientifiques EXAO Dakar 2025 organisées au sein de l'UCAD, et c'était en présence de notre reporter Al-Hassan Ba, de nos reporters Al-Hassan Ba et Maud Diop. Je rappelle le thème, c'est l'expérimentation assistée par ordinateur. Donc il faut dire que nos universités sont actuellement pléthoriques, beaucoup de monde, et on a des difficultés. Une difficulté qui s'en tire, c'est la difficulté de faire des TP, travaux pratiques, qui nécessitent beaucoup de produits, qui nécessitent de la place, etc. Et là, de moins en moins, nos étudiants font leur TP. Et faire des sciences sans faire des travaux pratiques ou de l'expérimentation, c'est presque ne pas faire des sciences en réalité. Parce que le cœur battant des sciences, c'est vraiment l'expérimentation. Et ce que nous permet ces journées, ce que nous permet cet outil qu'on appelle l'EXAO, c'est de pouvoir expérimenter avec des capteurs et des ordinateurs. Donc maintenant l'expérimentation devient virtuelle, mais c'est très réaliste. Nos amis marocains avaient déjà fait cette initiative, ils l'ont implémenté chez eux, ça fonctionne très bien et ils viennent partager ça avec nous. Donc c'est ça qui motive principalement ces journées. Les défis, c'est les moyens, donc il va falloir avoir des ordinateurs, donc mettre en place des capteurs, mais c'est possible. Il faut former les enseignants à leur tour qui vont former les étudiants et peut-être mettre en place cet outil-là au sein de la faculté des sciences et techniques. Vous savez que
nous, on est travailleurs, c'est certain, mais il nous faut quand même de l'accompagnement. L'accompagnement, c'est financier, mais ce n'est pas beaucoup en réalité. Allez, de l'enseignement supérieur, nous passons à la santé. Après 4 transplantations rénales réalisées avec succès en 2023, l'acte chirurgical a connu un déclin faute de moyens. Mais bonne nouvelle, l'État compte subventionner la transplantation. Les interventions devraient reprendre d'ici quelques jours. Les précisions sont d'Elhadj Farika, président du Conseil national du don et de la transplantation. Il nous en dit plus au micro de Fatou Bintou Conté. C'est en novembre 2023 que les 3 premières transplantations rénales ont été réalisées avec succès au Sénégal. Mais depuis lors, le nombre d'interventions reste faible. En 2023, le Sénégal est rentré dans l'ère des pays où se fait la transplantation rénale. Et depuis, on en fait en 2023, 2024, on en a fait, 2025, pas encore, mais on espère qu'avant le 31 décembre, on en fera. En tout cas, c'est notre vœu le plus cher. Et cela est dû à des problèmes financiers et l'État, vu la situation et le nombre de personnes à transplanter, a décidé de mettre la main à la poche. Le facteur bloquant principal, c'était vraiment le financement de la transplantation, la prise en charge. Et nous avons travaillé, heureusement, avec les autorités, avec l'agence CNCSU. On a fait un travail avec eux et maintenant ils ont décidé qu'à partir de 2026, ils vont mettre un budget en place dédié à la transplantation. Donc, mais il faut savoir que le consortium aussi qui lie l'hôpital Le Dantec à HMO, hôpital militaire de Ouakam, était arrivé à expiration. Il fallait le renouveler. Ce qui a fait que l'hôpital, le consortium HMO Dantec qui avait commencé avait arrêté, c'est-à-dire que leur agrément était terminé. C'est que l'agrément dure 2 ans. Au bout de 2 ans, on est réévalué. Donc leur agrément était terminé vers le début 2025, vers, je pensais, au mois de mai 2025, avril-mai. Il fallait déposer un autre dossier, être réévalué, ce qui a été fait. Et donc, ils ont fini l'évaluation. Je pense que l'arrêté d'agrément est sorti même d'après mes dernières informations. Idriss Pouye a un agrément qui finit malheureusement en 2026, je pense au mois de mai-avril. De toutes les façons, fait savoir le professeur Elhadj Farika, mieux vaut transplanter que de faire des dialyses à répétition. Un malade dialysé pendant 10 ans, il coûte au bas mot à l'État 100 millions. Si vous prenez un autre couple transplanté, il coûte à l'État moins de 50 millions en 10 ans. Donc vous voyez là, le ratio. La transplantation coûte beaucoup moins cher et la meilleure qualité de vie. L'insuffisance rénale touche presque 5% de la population et constitue un fardeau financier souvent insoutenable pour les familles. Allez, nous restons dans le domaine de la santé pour parler du cancer de la prostate. Aller vers la gratuité de la prise en charge médicale pour alléger la souffrance des patients. C'est le plaidoyer de Dr Modou Ndiaye, urologue de profession. Il a tenu ses propos à l'occasion de la journée de dépistage du cancer de la prostate organisée à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye où 200 patients ont été dépistés. Le Dr Modou Ndiaye que nous écoutons au micro d'Abdoulaye Patéane. Nous remercions l'Association sénégalaise d'urologie de nous permettre de faire cette journée de dépistage et que ça a permis de dépister plus de 200 malades au niveau de l'hôpital Dalal Jamm seulement. Donc ce n'est pas un nombre important, mais quand même ça a permis à certains patients d'en profiter pour faire un dépistage. Ici, on peut avoir la gratuité des soins, c'est ce qu'on veut. Mais avoir la gratuité des soins aussi, c'est très difficile dans les pays en voie de développement. Mais il faut aller vers ça. Et le cancer de la prostate, si on le dépiste très tôt, on peut le traiter et le guérir. Et le traitement est moins coûteux par rapport à un cancer qui est à un stade un peu avancé, ou bien un stade métastatique. Parce que la prise en charge coûte beaucoup plus cher en cas de métastase. Et le traitement ne sera qu'un traitement palliatif, symptomatique. La une de l'actualité politique, Abdounger, visiblement très remonté, qui s'est exprimé à sa sortie de prison. Face à la presse, le chroniqueur dénonce ce qu'il qualifie d'arrestation arbitraire. Il en a profité pour briser le silence et revenir en détail sur les conditions de sa détention. Mise en cause pour apologie du crime, il affirme que le juge lui a refusé la diffusion d'une vidéo qu'il souhaitait présenter pour sa défense. Nous l'écoutons.
Quand je suis venu pour être auditionné, quelque chose m'a profondément surpris. Jean-Paul Diop m'a clairement dit, en présence de Maître Fall et de Maître Baba Diop, qu'il savait que je n'avais rien fait. Il ajoutait seulement que certaines explications que j'avais données devraient être reformulées. J'avais pourtant été très clair. J'ai expliqué que s'attaquer à une caserne est un acte extrêmement risqué et que ceux qui veulent manifester doivent le faire dans la rue de manière visible, même si certaines actions restent interdites, comme brûler des pneus. Mais aller défier une caserne, c'est une autre dimension. J'ai cité l'exemple des jeunes qui ont attaqué la gendarmerie de Diaoubé et ont tenté de s'en prendre à la caserne Samba Diéry Diallo. La gendarmerie avait alors réagi. Ce que j'ai voulu dire, c'est que dans ce genre de confrontation, ce sont les civils qui sont les plus vulnérables. Pourtant, on m'a accusé de faire l'apologie du crime. Sincèrement, je ne comprends pas comment une telle conclusion a été tirée. Jean-Paul Diop lui-même m'a affirmé que mes propos ne relevaient pas de cette infraction. Concernant l'offense au chef de l'État, il m'a reproché d'avoir dit que le rapport est commandité en interprétant cela comme si je m'adressais directement au président de la République, comme si j'avais insinué que c'était lui qui avait personnellement fait ou publié ce rapport. Je déplore totalement cette interprétation. Depuis quand critiquer un acte ou un document administratif signifie-t-il attaquer le chef de l'État? Pendant l'audience, nous avons même proposé de diffuser la vidéo dans laquelle je disais que le président n'est pas un homme de droit pour clarifier le contexte. Il a refusé et au final, j'ai été condamné. C'est pour cela que je dis aujourd'hui que ce qui se passe dans ce pays mérite une autre appellation que justice. On ne peut pas appeler justice un système où les faits sont ignorés, les preuves refusées et les intentions déformées. Ce mercredi, Tahirou Sarr, président du parti Les Nationalistes, a tenu une conférence de presse pour revenir sur la situation politique et sociale du pays. Et selon lui, les tensions entre le président de la République et le Premier ministre fragilisent la République. Et les Sénégalais, eux, continuent de subir les conséquences économiques et sociales de 4 années de gouvernance. Nous l'écoutons avec Habib Faye. J'avais alerté avant même que le nouveau président ne prenne fonction, mais Dieu en a décidé ainsi. Je pense qu'il nous réserve autre chose. Ce qui est certain, c'est que même si certains le souhaitent, cette situation provoque une instabilité dans le pays. Ce n'est jamais bon pour la République quand le président et son Premier ministre sont en querelle. Cela crée une tension permanente. Rappelez-vous, j'avais déjà dit qu'Ousmane Sonko ne pouvait pas rester Premier ministre pendant 5 ans. Le poste de Premier ministre est un fusible. Il peut sauter à tout moment. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que, généralement, après 2 ans de travail, le président peut vouloir un autre profil pour mieux gérer la cité. À mon sens, nous sommes arrivés au terme de ces 2 années de gouvernance. Et ceux qui affirment que le pays avance sont essentiellement ces militants. Il faut être honnête, les Sénégalais sont fatigués. Ils n'ont rien dans les poches. Le plus grave, c'est ce climat de tension entre le président de la République et son Premier ministre. Souvenez-vous, en 2022, nous avons eu des locales, puis des législatives. En 2024, la présidentielle. Depuis 4 ans, on enchaîne les scrutins, on dépense des milliards et malgré cela, les Sénégalais ne voient pas les résultats. Et aujourd'hui, on nous fatigue encore avec des problèmes de coalition. C'est vraiment pas sérieux. Pour moi, c'est pas sérieux. Le Sénégal a besoin de l'implication de tous les chefs religieux pour préserver la paix et la stabilité. Ce sont les mots du docteur Jim Dramé, chargé des affaires religieuses. Docteur Jim Dramé au diocèse donc de Thiès dans le cadre de sa tournée auprès des chefs religieux. Il a été reçu par l'administrateur du diocèse, Abbé Albersen, qui félicite les autorités qui ont opté pour le vivre ensemble. Nous l'écoutons.
L'administrateur du diocèse de Thiès a réservé un accueil chaleureux à Jim Dramé, le chargé des affaires religieuses, accompagné de toute sa délégation. Il a montré son ouverture et tendu la main à l'Église catholique pour travailler à la paix et à la stabilité du pays. Le religieux au Sénégal, il a plusieurs fonctions. Parce que le guide du religieux au Sénégal, il enseigne, il éduque, il forme, il socialise, il humanise. Vous le savez, nous devons travailler pour garantir, pour assurer, pour préserver nos valeurs, les valeurs religieuses, culturelles, sociales, etc. C'est ça qui nous permet de pouvoir créer donc un développement durable. Et le rôle des religieux dans ce domaine-là est fondamental. Donc nous devons travailler à préserver ce patrimoine. Le vivre ensemble au Sénégal, le Sénégal est un modèle. Le Sénégal reste encore une référence. Nous devons faire tout pour préserver ce modèle et cette référence-là. Nous avons l'obligation de le préserver et le transmettre aux générations futures. Abbé Albert Sen exprime toute sa satisfaction et promet d'accompagner le chargé des affaires religieuses. Et nous acceptons cette main tendue et nous assurons le président de la République en le remerciant que nous sommes prêts à nous engager à ses côtés pour travailler à la paix. Une délégation spéciale verra le jour bientôt. Elle va s'occuper de toutes les religions du Sénégal, selon Jim Dramé, le chargé des affaires religieuses. Un reportage de Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Merci d'avoir regardé ce journal qui est à présent terminé. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales un peu plus tard dans la soirée. Les programmes se poursuivent et tout de suite vous aurez naturellement la deuxième partie de Soir d'Info avec Abdoulaye Der. Restez, vous êtes au bon endroit. Il parle de cinéma. C'est à suivre tout de suite.